On va repartir à Londres devant le palais Saint James et on va écouter les trompettes qui retentissent. Donc on attend la proclamation officielle depuis le balcon du palais Saint James en présence de la nouvelle reine consort Camilla et du nouvel héritier du trône William, ainsi que la première ministre Liz Truss et plusieurs de ses prédécesseurs qu'on a vus tout à l'heure. Et puis rappelons que c'est l'archevêque de Canterbury qui dirige l'église anglicane d'Angleterre et c'est lui qui a couronné et qui doit couronner le souverain du pays à travers la cérémonie religieuse. Et le rôle du monarque reste hautement symbolique et essentiel pour l'église anglicane. On attend donc les trompettes qui vont retentir et la proclamation qui doit être lue au balcon du palais Saint James dans la cour Friary. En tout cas, c'est le signe que des ressources extraordinaires que s'est encore déployée la monarchie anglaise en matière de faste, de pompe, d'apparat, dans une cérémonie qui s'inscrit dans une histoire longue, parce que on a presque l'impression des débuts de la monarchie capétienne, lorsque Hugues Capet, après les chants de mai, du mois de mai, où il est proclamé par ses pairs rois, est acclamé et c'est annoncé par des héros d'armes à travers le royaume. Là, on a 1000 ans d'histoire qui sont résumés dans cette scène magnifiquement filmée par la BBC, je pense. Oui, c'est la BBC qui a mis effectivement tous les moyens pour arriver à voir ces images-là, parce que... Cérémonie télévisée pour la première fois. C'est ça, en plus, c'est aussi... Alors qu'il a plu à Dieu Tout-Puissant d'appeler à sa merci notre défunt souverain, la reine Élisabeth II, de mémoire bénite et glorieuse, par le décès de laquelle la couronne est uniquement et légitimement remise au prince Charles, Philippe, Arthur, George. Nous, l'ordre spirituel et temporel de ce royaume et membres de la Chambre des communes, aux côtés d'autres membres du conseil privé de Sa Majesté défunte et autres représentants de royaumes et des territoires, échevins et citoyens de Londres et autres,
proclame et publie ici d'une seule voix avec le consentement de la langue et du cœur que le prince Charles-Philippe Arthur Georges est désormais, par la mort de notre défunt souverain de mémoire heureuse, le roi Charles III, par la grâce de Dieu, roi du royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires. Roi chef du Commonwealth, défenseur de la foi, à qui nous reconnaissons notre foi et notre obéissance avec l'affection humble. Et nous implorons Dieu, par qui les rois et les reines règnent, de bénir le roi Charles III de longues années de règne. Fait le 10 septembre 2022. Dieu préserve le roi. Et on va entendre les 41 coups de canon qui sont tirés depuis Hyde Park et 62 à la Tour de Londres, où sont précieusement gardés les joyaux de la couronne. Coups de canon, vous voyez donc les deux lieux, on vous montre les deux lieux en même temps, Hyde Park et la Tour de Londres. Des coups de canon de l'honorable compagnie d'artillerie de l'armée britannique, le plus ancien régiment de l'armée britannique. Three cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray!
Voilà, Charles III proclamé roi en public, vous l'avez vu sur le balcon du palais Saint-James à Londres. La proclamation qui a été lue et puis relayée et dite donc par le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière. Les Britanniques, on l'a dit, Armel et Éric Mention-Rigaud sont très, en particulier les Londoniens, ils sont attachés à la monarchie et on le voit bien aujourd'hui à travers ce faste et la pompe. Mais est-ce qu'ils souhaitent quand même une évolution ? L'évolution est possible. C'est vrai que le décès de la reine Elisabeth II va certainement poser en fait des questions et donner peut-être un regain à un certain nombre de républicains qui avaient aussi pris note de l'adoration du peuple britannique. Après, évidemment, les questions peuvent se poser au Royaume-Uni ou elles peuvent se poser dans le Commonwealth. Et c'est différent selon que l'on regarde d'un côté ou que l'on regarde de l'autre. Mais c'est vrai que là, sur l'instant T présent, au moment où on voit toutes ces images, où elles sont diffusées, où elles sont rendues publiques pour la première fois, où on voit aussi tout le travail qui a été fourni, on voit qu'il y a la volonté quelque part de s'inscrire encore là-dedans et donc quelque part de protéger le nouveau roi qui est en train d'arriver, le roi Charles III. Pourquoi ? Parce que forcément, tout cela coûte beaucoup d'argent. Quand vous voyez justement les uniformes, quand vous voyez le faste, quand vous voyez même la dignité qu'il y a, quand on salue le roi, on ne jette pas sa casquette en buvant une bière dans un pub, ça ce sera pour tout à l'heure. Mais les gardes, là, ils le font de façon à la fois joyeuse, parce que c'est quand même un hurrah avec leur chapeau. En même temps, ça se fait effectivement avec cette grande dignité. Et c'est ça, ce qui est voulu par les Anglais, c'est de conserver cette dignité comme étant effectivement une protection. Alors, ce qui est sûr, c'est que comme on est dans un monde qui est un monde financier, qui est un monde où il y a quand même la place, il y a la City, qui était quand même la grande place européenne, ça a toujours un rapport entre le coût et combien est-ce que ça rapporte. Et donc, il y a certainement un calcul qui est qu'on peut investir là-dedans parce que derrière, on sait que ce faste fait qu'il y a des assurances sur la pérennité. Et que donc, derrière, on arrive soit à avoir des touristes, soit à avoir quand même un certain nombre de Britanniques ou de gens du Commonwealth qui restent quand même dans l'unité parce que, excusez-moi l'expression, elle est un peu triviale par rapport à tout ce qu'on veut voir, mais ça a de la gueule. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rentrer dans un musée un peu poussiéreux où d'un seul coup on voit les armes des familles, où on voit les blasons, où on découvre les armes et où on les voit comme nous on peut les voir dans les musées.